Le 15 février 2013, un astéroïde plus lourd que la Tour Eiffel entre dans l'atmosphère au-dessus de la Russie. Il mesure à peine 20 mètres de long, mais sa vitesse dépasse les 60 000 km/h. Quand il arrive à 30 km d'altitude, il explose en une boule de feu plus brillante que le Soleil, libérant une énergie équivalente à 30 fois la bombe d'Hiroshima. Puis, plus rien. La lumière se déplace quasiment instantanément, mais l'onde de choc, elle se déplace à la vitesse du son, 340 mètres par seconde. Pour une explosion à 30 km d'altitude, ça nous donne 88 secondes dans le silence total, pendant lesquelles tous les habitants regardent le ciel, hallucinés de ce qu'ils viennent de voir. L'onde de choc a pulvérisé des vitres dans toute la ville de Tcheliabinsk, en blessant plus de 1000 personnes, pour la plupart par des éclats de verre. Et des milliers de bâtiments sont endommagés. Le seul truc, c'est qu'aucun radar ne l'avait vu venir. Aucun télescope ne l'avait repéré. Ce jour-là, beaucoup de gens découvrent que même un petit astéroïde peut faire énormément de dégâts. Le soir même, la Russie demande la création d'un système international pour se défendre des astéroïdes. Et cet événement, il sert de rappel au monde entier. Parce que cette menace, elle est peut-être extrêmement rare, mais elle est bien réelle. Ce qui est fascinant avec les astéroïdes, c'est qu'on peut pas les empêcher d'exister. Et vous allez le voir dans cette vidéo, c'est vraiment très compliqué de les stopper. Par contre, vous pouvez stopper vos frais bancaires. Ça oui, ça c'est possible ça. Vous pouvez même faire des transferts d'argent instantanés et gratuits. Ouf, la belle aubaine. Regardez, là, hop, hop, hop. Ah, je viens d'envoyer 20 € à un ami. Oui, t'as bien reçu les 20 €? Oui, ah bah, je sais, c'est instantané. C'est Revolut. Non mais je sais que tu préfères les clochettes, mais cette devise n'existe pas dans le monde des humains. Hein. Oui, allez, bon, allez, on fait comme ça. Sacré Tom. 20 €, c'est d'ailleurs ce que vous recevrez si vous vous inscrivez en téléchargeant Revolut avec mon lien. Oui, bah à défaut de voir des astéroïdes tomber du ciel, aujourd'hui c'est des billets de 20 €. Et surtout, vous participerez automatiquement à un tirage au sort pour gagner 5000 €. Et en plus de ça, Revolut vous permet de profiter d'une carte bancaire gratuite que vous pouvez d'ailleurs personnaliser comme moi. En plus, elle est en métal et grâce à Revolut, vous voyagez sans frais à l'étranger et vous avez accès à des taux de change ultra compétitifs. Là par exemple, si je change des euros en, non pas en clochette, vous suivez pas, en dollars, paf, instantané. Et vous pouvez même faire fructifier vos économies avec un compte épargne qui verse les intérêts tous les jours. Revolut, c'est plus de 50 millions d'utilisateurs et c'est simple et gratuit. Alors foncez prendre vos 20 € et peut-être même gagner 5000 €. Merci beaucoup à Revolut d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et nous, on va pouvoir retourner dans l'espace? C'est parti. Pas d'effet de montage alors. Bon bah je vais sortir alors hein. Des astéroïdes qui tombent sur Terre, ça arrive tout le temps. Chaque jour, c'est environ 44 tonnes de cailloux qui rentrent dans notre atmosphère, soit l'équivalent de 46 Peugeot 206. Tous les jours, beaucoup de ces cailloux se consument en étoiles filantes. Mais certains d'entre eux s'écrasent au sol. Et ça arrive même qu'ils nous tombent dessus. Il y a eu une femme blessée en 1954, une voiture transpercée en 1992 et une maison proche de Paris en 2011. Le fait est que 70% des impacts se produisent dans les océans et passent donc complètement inaperçus. On peut quand même trouver des gros cratères sur Terre, comme celui en Arizona qui mesure 1,2 km de diamètre. Il date d'il y a 50 000 ans et l'impact avait libéré une énergie similaire à plus de 600 fois Hiroshima. Alors que cet astéroïde, il mesurait à peine 50 mètres, qui est pas si gros que ça, sachant qu'il en existe des bien plus gros qui se déplacent actuellement dans l'espace. Leur vitesse se compte en km/s et ça arrive qu'ils frappent la Terre. Ça arrive extrêmement rarement, mais ça arrive. Et le prochain pourrait déjà être en route sans qu'on le sache. Mais du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire si un énorme astéroïde se dirigeait vers nous? C'est en 1994 qu'on a commencé à y réfléchir sérieusement. Parce que cette année-là, la comète Schumacher-Levy 9 percute Jupiter et libère une énergie équivalente à 400 millions de fois Hiroshima. Depuis la Terre, les astronomes voient ça en direct et tout le monde panique. Parce que si cette comète était tombée sur Terre, bon, on serait pas là pour en discuter, clairement. Et tout le monde se dit que ça serait peut-être intelligent de surveiller ce qui traîne dans l'espace, juste pour savoir. Alors, les États-Unis, ils lancent les premiers programmes de détection. En 1998, le Congrès américain a demandé à la NASA de répertorier tous les astéroïdes dangereux. On les appelle des géocroiseurs.
et on les considère comme vraiment menaçants quand ils mesurent plus de 140 mètres de diamètre et qui passent à moins de 7,5 millions de kilomètres de la Terre. C'est l'équivalent de 20 fois la distance Terre-Lune. Donc c'est assez grand, mais si un objet de cette taille frappait la Terre, il pourrait détruire une région entière ou déclencher un tsunami. Donc pas très good mood quoi. La bonne nouvelle, c'est qu'on a repéré plus de 95% des plus gros, ceux qui mesurent plus d'1 kilomètre de diamètre. Et d'après les calculs actuels, aucun d'entre eux ne menace sérieusement la Terre pour les 100 prochaines années. Parmi ceux qu'on surveille beaucoup, il y a notamment l'astéroïde Bennu. Lui, il mesure juste 500 mètres. Et on l'a pas mal étudié avec la sonde OSIRIS-REx, qui est d'ailleurs même allée prélever des échantillons sur la surface de cet astéroïde. C'est fou qu'on arrive à faire ça en vrai. Et d'après les dernières projections, il aurait 0,037% de chance de frapper la Terre entre 2175 et 2199. C'est pas énorme, mais suffisamment pour qu'on le garde à l'œil. Donc pour les gros cailloux, on les surveille à peu près tous. Par contre, pour les objets un peu plus petits, entre 140 et 500 mètres, là, c'est vraiment différent. Ils sont suffisamment gros pour qu'ils nous fassent vraiment flipper, mais suffisamment petits pour qu'ils soient vraiment galères à détecter. Et puis certains d'entre eux, ils se rapprochent depuis la direction du Soleil, en plein contre-jour, là où nos télescopes, ils sont complètement aveuglés. C'était d'ailleurs ce pourquoi on n'avavait pas vu venir l'astéroïde de Chelyabinsk. Et c'est pour ça que la NASA est en train de développer un télescope spatial qui s'appelle NEO Surveyor. Il sera lancé d'ici septembre 2027 et il fonctionnera dans l'infrarouge. Et ça va tout changer. Parce qu'il pourra repérer des astéroïdes sombres qui reflètent que très peu la lumière. Et puis, il pourra aussi repérer tous les astéroïdes qui arrivent depuis le côté du Soleil. Bon, mais évidemment, détecter un astéroïde, c'est que la première étape. Parce que si on voit un énorme astéroïde se diriger vers nous, il faut pouvoir faire quelque chose. Et là, il y a plein d'idées. Pas toutes bonnes, certaines un peu folles, d'autres complètement déglingos, mais en théorie, elles pourraient fonctionner toutes. Comme tirer dessus avec un laser surpuissant. Et sauf qu'on n'a pas de laser aussi puissant que ça. On est très loin d'avoir des lasers aussi puissants que ça, pour le coup. On a aussi pensé à la technique du tracteur gravitationnel, en plaçant un vaisseau à proximité pour qu'il modifie lentement sa trajectoire avec sa gravité. C'est imaginable, mais c'est vraiment galère à faire. Il y en a certains qui ont aussi parlé de lui accrocher une voile géante comme un cerf-volant cosmique. Voilà. Et puis, il y a des idées encore plus originales, comme par exemple peindre l'astéroïde en blanc. Oh, je sais, oui, je sais. Mais parce que en modifiant sa couleur, on modifierait sa capacité à réfléchir la lumière du Soleil. Et ça changerait très légèrement la poussée de la lumière. C'est un phénomène réel qu'on appelle l'effet de Yarkovsky. Et sur plusieurs années, cette petite pression pourrait suffire à le dévier de plusieurs centaines de kilomètres. Mais il faudrait quand même réussir à poser plusieurs tonnes de peinture sur un objet en mouvement, dans l'espace, qui est peut-être en rotation et qui se déplace à plusieurs kilomètres secondes. Donc disons que c'est ambitieux. Et il y a d'ailleurs une autre idée qui utiliserait aussi l'effet de Yarkovsky, mais qui consisterait à l'enrouler dans du papier alu. Ouais, je sais, j'ai eu la même réaction. Le truc qui est fun, c'est qu'en théorie, ça fonctionnerait. Mais à un moment donné, en termes de faisabilité, après, je sais pas, hein, mais ça me semble compliqué. Parce qu'à ce stade, on peut toujours réfléchir à construire un trampoline géant pour le renvoyer dans l'espace. Hein. Mais à un moment donné, compliqué, quoi. Alors forcément, on pourrait vite tenter de tirer des missiles dessus pour le faire exploser. Oui, mais en réalité, c'est pas si simple que ça. Parce que ça risquerait de créer des centaines de projectiles secondaires encore plus imprévisibles. Ce qui reviendrait à casser un gros caillou pour le transformer en mitraillette cosmique. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Et puis finalement, on s'en fout de le faire exploser. Nous, on veut juste qu'il rate sa cible. Donc, on pourrait juste lui donner un petit coup, hein, un petit coup par derrière, hein. On n'a pas besoin d'être courageux. Juste un petit coup comme ça. Et si on le fait suffisamment tôt, des millions de kilomètres plus tard, il pourrait rater sa cible. Et c'est exactement ce que la mission DART a voulu démontrer en 2022. L'idée, en soi, elle est plutôt simple. Envoyer une sonde kamikaze s'écraser sur un astéroïde. Pas pour le détruire, hein, mais pour lui transmettre juste assez d'énergie cinétique pour dévier très légèrement sa trajectoire. Qui, après des millions de kilomètres, pourrait faire toute la différence et nous sauver d'une mort atroce et terriblement douloureuse. Mais il fallait bien un cobaye pour tester tout ça. Une sorte de répétition générale pour la défense planète Terre. Pour ça, on a choisi Didymos, un astéroïde d'1 kilomètre de large, accompagné de Dimorphos, sa petite lune de 160 mètres. Leur orbite les amène régulièrement à proximité de la Terre, mais sans présenter de réels dangers pour nous. Le 24 novembre 2021, après des années de recherche et 329 millions de dollars dépensés, une fusée Falcon 9 décolle de Californie. À son bord, DART, une petite sonde de 570 kg. Et pendant 10 mois, DART fonce vers sa cible, qui est située à 11 millions de kilomètres de la Terre. Et puis, le 26 septembre 2022 arrive.
Le jour que toute l'équipe attend depuis des années. Il est 1h15 du matin, heure française. Dans les locaux de la NASA, tous les ingénieurs sont réunis. Dans l'atmosphère, il y a un mélange entre stress et excitation. Alors que la sonde approche du système Didymos à plus de 20 000 km/h, DART change de cap. Elle vise sa cible finale, Dimorphos, la petite lune. Quelques secondes avant l'impact, la tension est à son maximum. Plus personne ne parle, tout le monde est collé à son écran. Today, NASA confirms that DART successfully changed the targeted asteroid's trajectory. C'est la première fois dans l'histoire que l'humanité dévie volontairement la trajectoire d'un objet spatial. Mais pour vraiment comprendre ce qui s'est passé, il faut y retourner. Et c'est le but de la mission Hera qui est menée par l'Agence spatiale européenne. Elle doit arriver sur place en 2026 avec à son bord des caméras, un radar et 2 petits CubeSats qui iront explorer la surface de plus près. Le goal, c'est d'étudier la zone d'impact et de mieux comprendre la structure de l'astéroïde. C'est essentiel pour mieux calibrer les prochaines missions. Hera complète DART. Et ces 2 missions, elles montrent que la défense planétaire, ça devient un vrai effort international, pas juste un projet américain. D'ailleurs, la Chine prépare aussi sa propre mission. Pékin prévoit de lancer avant 2030 une mission de déviation qui visera un petit astéroïde d'environ 30 mètres de diamètre appelé 2015 XF 261. Dans tout ça, il y a aussi une volonté de montrer au monde entier qu'ils sont capables de le faire, mais c'est pas du tout propre à la Chine. L'Europe et surtout les Américains sont les premiers à vouloir flexer sur le fait qu'ils sont capables de dévier des astéroïdes. Et c'est vrai que les concours de bits font quand même partie intégrante du domaine spatial. C'était le cas depuis le départ avec la première sonde dans l'espace, le premier pas sur la Lune et tout ça, et c'est encore le cas. C'est moins le cas, mais c'est toujours quand même le cas. Bon, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, Hera est déjà à plusieurs dizaines de millions de kilomètres de la Terre. D'ailleurs, en passant à côté de Mars, elle a pris cette photo sur laquelle on voit l'une des 2 lunes de Mars. Bon, et la mission DART, elle nous a déjà permis d'apprendre pas mal de choses. Notamment que ce type de mission, ça s'improvise pas. Il faut connaître la taille de l'objet, sa masse, sa composition. Là, on a juste craché une sonde dessus pour voir ce que ça faisait. Mais si on voulait vraiment dévier un astéroïde, bon, il faudrait un peu plus que juste croiser les doigts en espérant que ça marche. Selon Lindley Johnson, qui est l'un des responsables de la défense planétaire à la NASA, ouais, rien que ça, il faudrait compter entre 5 et 10 ans pour préparer une vraie mission de déviation. But for a capability like DART, we must find these objects several years in advance. Et plus 10 ans que 5 ans, en vérité. Parce que ça permettrait d'envisager plusieurs scénarios. Le plus simple à faire, c'est l'impact cinétique, comme DART. Mais ça peut fonctionner que sur les petits astéroïdes. Et puis, ça prend du temps de préparer une mission comme ça. Si on avait seulement 5 ans de délai, selon Johnson, les choses deviendraient un peu plus compliquées. Et dans ce genre de situation, le recours à un missile nucléaire est souvent envisagé. Pas pour tout faire exploser comme dans Armageddon avec Bruce Willis. Le but, ça serait de déclencher l'explosion à proximité, ce qui fait que la bouffée de chaleur et les rayons X vaporiseraient une fine couche de matière à la surface de l'astéroïde. Et cette éjection, elle agirait comme une poussée. Et ça modifierait très légèrement sa trajectoire. Pour tester ça en laboratoire, il y a d'ailleurs des chercheurs américains qui ont reproduit l'effet d'une explosion nucléaire sur un astéroïde miniature. Pour ça, ils ont utilisé le plus puissant générateur de rayons X au monde et ça a fonctionné. Le fragment de roche, il s'est retrouvé projeté à 250 km/h. Et d'après leur modélisation, un missile nucléaire d'1 mégatonne, soit 60 fois Hiroshima, pourrait dévier un astéroïde de 4 km de diamètre. Sur le papier, ça peut marcher, mais on n'a jamais testé ça en conditions réelles. Ce qui est sûr, c'est que cette méthode, elle aurait 2 gros avantages. Déjà, dévier des très gros astéroïdes, et en plus de ça, elle pourrait fonctionner dans des délais très courts. C'est un peu notre procédure d'urgence actuelle. Bon, mais il y a quand même un petit détail, c'est que depuis 1967, le traité de l'espace interdit le déploiement d'armes nucléaires dans l'espace. Là, ce serait juste pour se défendre, mais ça resterait une opération hyper sensible. Et il faudrait déterminer qui tire le missile et qui supervise toute la mission. Et là encore, on était dans une situation où on avait encore le temps de réagir et d'envoyer un missile nucléaire. Mais si on découvrait un astéroïde genre 6 mois avant son impact, Look at that. This is a big rock. là, ce serait plus la même histoire. It's what we call a planet killer. Rien que pour confirmer sa trajectoire exacte, ça prendrait des semaines. Ensuite, il faudrait trouver une solution rapide, construire quelque chose pour le pousser ou alors pour le faire exploser, et puis surtout, il faudrait réussir à tirer la fusée à temps. Donc autant vous dire que dans ce scénario, on n'est pas vraiment sûr de gagner.
Bon, alors, tout ça ferait un super scénario de film catastrophe, mais dans la vraie vie, il y a très peu de chances que ça arrive. Justement parce que la surveillance s'est vachement améliorée et que les astéroïdes potentiellement dangereux sont généralement repérés longtemps à l'avance. Et la NASA, elle organise même des exercices grandeur nature pour se préparer à toutes les situations. En 2024, elle a réuni un groupe d'experts internationaux pour simuler une crise. Le scénario était plutôt simple. Un astéroïde a 72% de chances de frapper la Terre dans 14 ans. Il mesure entre 60 et 800 mètres et il pourrait toucher des zones très peuplées comme les États-Unis, le Portugal, l'Algérie ou l'Arabie Saoudite. Et l'exercice n'a pas foiré, mais il n'a pas réussi non plus. Et il a montré qu'en cas de vraie menace, on serait sans doute très lent, mal coordonné, et la majorité des experts ont admis qu'ils savaient pas exactement qui devait décider quoi. Bref, on a encore du boulot. Mais pour l'instant, la coordination internationale repose sur 2 structures. La première, c'est l'IAWN, pour International Asteroid Warning Network. Son rôle, c'est de centraliser les données d'observation du monde entier. Les agences spatiales et les observatoires lui envoient leurs données et eux, ils regardent un peu tout ça pour voir s'il y a un danger. Ils sont juste là pour alerter si besoin. La deuxième structure, c'est le SMPAG, pour Space Mission Planning Advisory Group. C'est lui qui est censé proposer des scénarios d'action, identifier les technologies disponibles et voir quel pays pourra intervenir. Et ces structures, elles sont super utiles. Le truc, c'est qu'elles dépendent entièrement du bon vouloir des pays. Parce qu'ils n'ont aucun pouvoir. Et ils n'ont pas la capacité de donner des ordres à qui que ce soit. Donc, à ce jour, il n'existe aucun mécanisme mondial pour lancer une mission de déviation. Aucune autorité globale qui dit « Ok, on y va et on va faire comme ça ». Ce qui veut dire que ça serait pas forcément simple de mettre tout le monde d'accord le jour où il faudrait vraiment lancer une mission de secours. Et certains pays pourraient vite être tentés de faire leur truc de leur côté, juste parce qu'ils n'ont pas envie de bosser avec les autres. Et puis, si l'astéroïde visait une région comme l'Afrique de l'Ouest ou l'Asie centrale, ils n'ont pas encore beaucoup de budget, ni beaucoup de technologie, ni le poids politique de la NASA ou de l'Agence spatiale européenne. Du coup, les pays directement menacés, ils pourraient vite être écartés des décisions et être totalement dépendants du bon vouloir des grandes puissances. Et il y a aussi le sujet des entreprises privées comme SpaceX ou Blue Origin qui pourraient avoir un rôle vachement important dans tout ça. Mais eux, rien ne les obligerait à agir. Leur logique, c'est le business, pas l'intérêt général. Elon Musk a par exemple menacé de retirer des capsules de SpaceX qui approvisionnent l'ISS suite à ses embrouilles avec Donald Trump. Le contexte n'est pas du tout le même, mais ces entreprises privées ont du pouvoir dans l'espace. Et puis, il y a plein d'autres questions. Genre, qu'est-ce qui se passerait à la zone d'impact potentiel? Est-ce qu'on préviendrait tout de suite les gens? Est-ce qu'on évacuerait la zone? Et si c'était genre la région de Paris qu'il fallait vider? Comment est-ce qu'on gérerait une vague migratoire de plus de 10 millions de personnes? Enfin bref, la problématique des astéroïdes, elle questionne aussi et surtout notre capacité à nous organiser collectivement. Et cette menace, elle n'est pas nouvelle. Il y a 66 millions d'années, un astéroïde d'une dizaine de kilomètres s'écrasait dans l'actuelle péninsule du Yucatan, au Mexique. L'impact a soulevé un immense nuage de poussière qui a rendu très difficile la vie sur Terre. Et c'est très probablement ce qui a conduit à l'extinction des dinosaures et de plein d'autres espèces. C'était pas la fin du monde, c'était la fin d'un monde. Bien plus tard, en 2024, des rapports ont estimé qu'un astéroïde 2024 YR4 avait 3,1% de chance de nous frapper en 2032. On apprend qu'un astéroïde pourrait frapper la Terre, la probabilité reste faible, mais le risque existe. Finalement, avec des calculs plus précis, les statistiques ont tourné en notre faveur et le risque est retombé à presque zéro. Mais ça nous a rappelé que cette menace, elle n'appartenait pas qu'à la science-fiction. Contrairement au séisme ou au volcan, on peut faire quelque chose contre les astéroïdes. C'est la seule catastrophe naturelle qu'on peut entièrement empêcher. Alors, est-ce qu'on sera capable de faire face à cette menace? Une menace qui vise personne, mais qui concerne tout le monde? La chance qu'on a, c'est qu'on a encore un peu de temps pour se préparer. Et on n'y est pas encore, mais on progresse.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. D'ailleurs, vous pouvez féliciter Loïc dans les commentaires et qui est au montage et qui a fait un taf de fou. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà le cas parce que ça fait toujours plaisir et puis ça me soutient beaucoup. Merci aussi à Revolut d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est un vrai plaisir de travailler avec eux. Vous vous rendez pas compte, mais moi ça fait presque 10 ans que j'ai un compte chez eux et j'ai tellement utilisé leur carte quand j'étais en voyage, ça m'a sauvé la vie plus d'une fois, je peux vous l'assurer. Enfin bref, allez télécharger l'application et puis récupérez vos 20 €. Bah ouais. Allez, moi je vous laisse et puis on se dit à la prochaine. Bye.